Donc bonjour à tous et à toutes. Je pensais pendant un moment qu'on allait rester en public féminin, mais finalement Adrien nous a rejoint, donc c'est très bien. Bienvenue à tous pour cette nouvelle session des Flash Info, puisqu'on en a déjà fait depuis le début de l'année. Je crois qu'on est à la 6e session, qui a pour but un peu de vous faire un point sur où on en est sur la réforme de la formation. Alors j'ai fait particulièrement des slides sur les projets de décret. J'aurais bien voulu, comme je le disais tout à l'heure, vous annoncer des choses sur les décrets. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'en a pas un seul sorti à date, malgré un beau calendrier qu'on nous avait déjà envoyé avec des annonces au mois d'octobre, mi-novembre, fin novembre. On nous avait promis un grand raz-de-marée au mois de novembre qui n'est toujours pas arrivé. Et c'est vrai que résultat, on commence à se poser des questions. On nous a déjà envoyé même un deuxième calendrier avec des nouvelles dates pour les sorties qui ne sont de nouveau pas tenues. Donc, je ne sais pas pourquoi ils continuent à nous sortir un calendrier qui ne sert à rien. Il n'empêche que pour l'instant, on n'a toujours pas de décret sorti, mais on en a quelques-uns qui sont normalement validés par le Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle, donc qui devraient sortir rapidement. Le rapidement, en ce moment, dans nos sources au ministère, on nous annonce que ça serait entre le 15 décembre et le 31. De toute façon, il faut qu'il y en ait qui sortent, sinon on ne saura pas trop comment gérer 2019. Donc, on imagine et on commence à se demander si l'objectif n'est pas d'en sortir une très grosse vague pour qu'on soit un peu noyé sous les décrets et qu'on les ausculte peut-être un peu moins qu'on l'aurait fait s'ils étaient sortis les uns après les autres. Donc voilà, donc pour l'instant, voilà où nous en sommes. Pour un petit rappel, on est presque à un an du départ de la loi, puisque la loi avait commencé mi-novembre par une feuille de route du gouvernement. Finalement, on a été sur une loi extrêmement rapide qui est sortie finalement le 5 septembre dernier, après de nombreuses péripéties, et notamment le fait que c'était une loi pas forcément suivie par rapport à ce qu'on avait l'habitude, où les paritaires n'ont pas forcément eu la main sur le sujet, où le gouvernement a été assez autoritaire sur le sujet et a fait son Big Bang de la formation, comme Muriel Pénicaud nous l'avait promis. Et donc, résultat, on a aujourd'hui des changements d'envergure qui vont être sur le paysage de la formation, qui risque d'ailleurs de poser quelques difficultés, puisqu'on a pas mal d'acteurs qui vont évoluer. Alors, j'ai prévu de vous parler des décrets, mais à un moment, si vous avez des questions sur les autres points on a peut-être abordé dans d'autres flash infos, comme c'était pas forcément nécessairement les mêmes personnes, n'hésitez pas à me les poser. Pendant que je parlerai, je regarderai le chat sur le côté. Donc, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai en direct. Comme ça, on va pouvoir survoler, on va dire, les différents sujets. Alors, sur les décrets à venir, je précise aussi, bien entendu, que je vous enverrai le support. Hein. Donc, vous pouvez bien sûr noter parce que c'est un bon moyen de retenir, mais vous aurez tout le document qui pourra vous servir. Sur les projets à venir, en fait, on se retrouve avec aujourd'hui quelques décrets qui apparaissent. Alors, c'est pas forcément ceux qu'on attendait le plus, qui ont commencé à sortir. Il n'empêche que c'est ceux dont on va avoir besoin le plus tôt pour commencer. Donc, ça va nous permettre au moins de se lancer sur l'année 2019. Les décrets en attente, c'est les décrets sur le CPF, notamment sur la monétarisation, sur le CPF de transition, sur l'action de formation et sur le moyen de conventionner. Les formations hors temps de travail, l'action de reconversion et de promotion par l'alternance, c'est ce qui va remplacer la période de professionnalisation, c'est ce qu'on appelle aussi la PROA. Ensuite, sur la formation en situation de travail, qui est la FEST, car en 2019, on fera la FEST. Et ensuite, derrière, la répartition financière. Là, on est un peu déçus, parce que vous allez voir, malheureusement, on a assez peu d'informations dans ce décret-là. Alors, commençons par le CPF. Comme vous le savez, le CPF va être monétarisé. Ça a tourné pendant un long moment avant qu'on décide de quel était le montant. Je pense que vous aviez, comme moi, entendu le 14,28 € qui nous était annoncé. C'était en gros le montant, en fait, de nivellement de tous les CPF qui avaient eu lieu jusqu'à présent. Sachant que comme il y a beaucoup de CPF qui ont eu lieu pour les demandeurs d'emploi qui, eux, ont eu un CPF à 9 €, le montant avait diminué. Si on avait pris que le montant salarié, on aurait été à 23 € de l'heure. Mais comme on a les demandeurs d'emploi, ça a baissé le nombre et on arrivait à 14,28 €. Il a quand même été expliqué au Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle que 14,28 €, c'est quand même un chiffre un peu bâtard pour les salariés. Et donc, en fait, il a été décidé, heureusement, de le mettre à 15 €. Ce qui fait donc que l'année prochaine, quand on aura compilé les heures CPF, derrière toutes les heures que les salariés ont acquis aujourd'hui au titre du CPF, mais également les heures qu'ils avaient acquises au titre du DIF, seront converties à 15 € de l'heure.
Donc, ça rentre en vigueur le 1er janvier 2019. C'est pour ça qu'il faut que ça sorte assez rapidement quand même en termes de décret. Et ça reprendra donc les heures acquises pour un salarié qui aujourd'hui était dans l'entreprise quand le CPF a été créé. Ça représente 72 heures de CPF s'il a travaillé temps plein. Ça reprendra aussi les heures sur 2018. Donc, on rajoutera encore 24 heures pour 2018, qui fera 96 heures pour un salarié. Ces 96 heures seront converties derrière en euros. Et ensuite, derrière, s'il avait enregistré dans le compte des heures CPF, des heures DIF, excusez-moi, sur un autre compteur, hein, puisque c'est deux compteurs, le compteur CPF et le compteur DIF, et bien derrière, s'il avait inscrit en fait sur un autre compteur ces heures DIF, elles seront aussi converties à 15 euros. Donc la rumeur disant que les heures DIF derrière disparaîtraient est une mauvaise rumeur. Par contre, la rumeur qui disait que les heures DIF resteraient, quoi qu'il arrive, et qu'une fois qu'elles seraient converties, elles ne changeraient pas, est également une mauvaise rumeur. Normalement, les heures DIF, elles s'arrêteront au 30 décembre 2020. Donc un salarié qui aura ses heures converties ne les gardera que pendant 2 ans. Donc il a intérêt à les utiliser assez rapidement, parce que sinon il perdra un beau montant quand même, puisque s'il avait 120 heures multipliées par 15, ça lui fera une belle perte financière et il verra son compteur fortement baisser. Voilà, j'espère que ça c'est assez clair. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les mettre sur le petit chat à côté pour que je puisse vous aider et y répondre. Alors, autre grande nouvelle et information, on attend un décret en fait sur la gestion du CPF par la Caisse des dépôts et consignations, parce que je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais demain, alors c'est pas le cas. Alors attention, le demain ce sera pas forcément en 2019, puisque ça sera seulement quand il y aura la plateforme qui sera gérée par la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Mais demain, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gérera en fait derrière cette plateforme. Donc, en fait, cette plateforme, elle sera… Alors, attendez, je vois la question de Sylvie. C'est vrai que je ne l'ai pas redit, ça, Sylvie. J'ai parlé que de la conversion, parce que je partais sur l'idée que les autres savaient. Non, le plafond ne sera plus de 150 heures. Le plafond, il sera de 5 000 euros. Puisqu'en fait, on accumulera, à partir de 2019, on accumulera par 500 euros par an. Chaque salarié aura 500 euros. Et à la fin, le plafond sera de 5 000 euros, en fait. Et pour des salariés à bas niveau de qualification, on compte juste un niveau 5, ils auront droit à un petit complément, ils auront droit à 800 euros par an avec un plafond à 8 000 euros. Et le dernier point, c'est que les travailleurs à temps partiel qui travaillent plus de 50% du temps auront droit, eux, à 500 euros complets. Donc, en fait, on n'appliquera pas le prorata pour les salariés qui travaillent à temps partiel à plus de 50%. Donc voilà, je n'avais pas dit, c'est vrai que je ne l'ai pas remis parce qu'on en avait parlé la dernière fois, mais c'est vrai que c'est un point important, vous avez bien fait de me poser la question, ce qui m'a permis de le redire. Donc demain, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère le CPF. Quand je dis demain, donc je réinsiste, c'est pas 2019, ça sera 2020. La CDC devrait s'occuper de tout. C'est elle qui, en fait, récupérera tous les fonds concernant le compte personnel de formation. C'est elle qui suivra les compteurs, comme elle le fait aujourd'hui. Mais c'est aussi elle qui gérera les fonds. Ce sera la banquière. Elle va récupérer les sous du CPF et derrière, elle va les donner. Elle les donnera aux organismes de formation directement puisque le salarié ira s'inscrire directement en fait par le biais de sa plateforme auprès de l'organisme de formation. Et une fois que derrière la Caisse des dépôts aura reçu les éléments des organismes de formation, c'est la Caisse des dépôts qui acquittera la facture. Ça se passera comme ça si derrière, il n'y a que le salarié qui est concerné. Mais c'est aussi la Caisse des dépôts et consignations qui récupérera les sous si vous voulez cofinancer ou si le salarié doit donner un reste à charge, donc doit autofinancer lui-même. En fait, dans ces cas-là, vous ou le salarié irez alimenter aussi la Caisse des dépôts et c'est la Caisse des dépôts qui payera ensuite l'organisme de formation. Donc c'est pour ça qu'en fait, on attend encore un point important quand la plateforme va sortir, puisqu'ils vont éditer des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé qui expliqueront en fait les relations entre les différents interlocuteurs, entre le bénéficiaire de la formation, entre derrière la Caisse des dépôts et consignations, entre l'organisme de formation et éventuellement d'autres financeurs, dont entreprises, vous pourrez faire partie. Cette Caisse des dépôts et consignations, elle est surveillée par France Compétences, qui devient le grand surveillant et le grand gérant de la formation en France, donc qui est une nouvelle institution qui commencera au 1er janvier 2019 et qui aura pour but justement de piloter la formation et aussi de contrôler les différents opérateurs, dont la Caisse des dépôts et consignations.
Donc c'est vrai que ce rôle-là, on le connaît très peu, on l'a pas encore vu, mais demain, il faut imaginer que quand on voudra faire un compte personnel de formation à titre individuel, on ira tout seul en fait sur la plateforme et on ira choisir la formation qu'on veut. Ce sera forcément que des formations CPF puisqu'elles auront été validées par la Caisse des dépôts et consignations pour pouvoir y être. Vous choisirez votre formation, vous irez voir vos dates puisque les organismes auront mis leur planning et vous pourrez aller demander directement à l'organisme de vous inscrire. Quand vous vous serez inscrit, normalement votre financement est de fait si vous avez la totalité sur votre cagnotte et c'est ensuite la Caisse des dépôts et consignations qui payera. Alors, c'est pas du tout le Trésor public, hein, c'est bien la Caisse des dépôts et consignations qui est une entité spécifique et qui est dédiée à ça. Donc, le seul passage qui n'est pas vraiment le Trésor public d'ailleurs, ce sera par l'URSSAF. C'est quand on va collecter la formation, puisqu'à terme, la formation en 2021, la formation sera collectée par l'URSSAF et l'URSSAF enverra en fait derrière les sous à la Caisse des dépôts et consignations pour gérer en fait le CPF. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Donc on va changer sur le CPF, ça change vraiment la donne. Ça sera à terme plus du tout les OPCO qui géreront le CPF. Donc vous n'aurez plus à faire de prise en charge sur le CPF. Et derrière, ça sera directement la Caisse des dépôts qui sera l'opérateur en fait du CPF en France. Ça devrait arriver dès 2020. En 2019, ça sera encore l'OPCO parce que pour l'instant, la Caisse des dépôts et consignations, sa plateforme n'est pas prête, parce que c'est une très grosse plateforme, vous imaginez bien. Aujourd'hui, elle doit construire en fait une plateforme qui va sur du mobile et qui s'adapte en fait à des tablettes, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui parce que c'est un outil plutôt ordinateur. Et donc, elle doit tout changer pour permettre justement derrière demain de pouvoir que tout le monde puisse l'utiliser, que ça devienne un outil assez démocratique, sans intermédiaire, puisque c'est le but, c'est ce qu'a voulu le gouvernement. Et donc, ça sera carrément un outil où vous pourrez, comme l'a voulu la ministre, que ce soit comme un Booking ou un TripAdvisor de la formation, vous pourrez même aller mettre vos commentaires sur cette plateforme. Alors, les gens auront fait leur CPF, ils pourront leur dire si ça leur a plu ou pas, pour aider de futurs formés à choisir leur future formation. Alors, si l'entreprise pourra utiliser ce dispositif, mais c'est pas elle qui aura la main, c'est qu'en fait c'est le collaborateur qui lancera la démarche et ensuite derrière l'entreprise qui voudrait cofinancer une formation du formateur, le collaborateur lui donnera la main pour être le deuxième financeur. Le premier financeur c'est le collaborateur et c'est un outil à la main du collaborateur. Donc en fait ça change un peu la donne et ça va nous changer par rapport aux prises en charge dont on avait l'habitude. Donc après, aux entreprises éventuellement d'accompagner leurs collaborateurs dans l'ouverture de compte, dans la réflexion sur leur projet de CPF et à trouver éventuellement des projets gagnants-gagnants pour bien utiliser le CPF, pour que les salariés utilisent éventuellement le CPF pour plein de choses. Il faut savoir que le salarié va avoir beaucoup plus d'ouverture au CPF puisqu'aujourd'hui, au 1er janvier 2019, on ne sera plus dans l'histoire des 3 listes. Vous savez, il y avait une liste nationale, une liste régionale et une liste de branche. Demain, le salarié, il n'y a plus du tout ça. Il aura le droit, avec son CPF, de faire toutes les formations inscrites au registre national de la certification professionnelle, mais également toutes les formations inscrites à l'inventaire, qui, soit dit en passant, change de nom au passage et s'appellera le répertoire spécifique. Donc, en fait, on va changer complètement d'angle, puisque là, le collaborateur, il va avoir 2 grands registres dans lesquels il peut choisir sa formation, ce qui fait qu'il pourra aussi éventuellement choisir pas forcément des formations qui sont liées à sa vie professionnelle actuelle. C'est également fait pour qu'il puisse choisir d'autres projets s'il en a. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le CPF? Parce que c'est vrai que là, j'ai fait que sur les décrets à venir, mais peut-être que d'autres questions se posent sur lesquelles je n'ai pas répondu par rapport à ce qu'il y a. Mais c'est vrai que ça va nous être un changement. Là où on a un peu l'interrogation, c'est comment ça va se passer en fait avec les OPCO. Parce que les OPCO en ce moment annoncent beaucoup de choses, méfiance de ce qu'ils vous disent d'ailleurs, parce que souvent ils n'en savent pas beaucoup plus. On ne sait par exemple pas si l'année prochaine les OPCO auront vraiment encore de la marge de manœuvre pour pouvoir abonder du CPF. Est-ce que eux ils pourront le valoriser à plus de 15 € ou est-ce qu'ils seront bloqués par les 15 €? Ça pour l'instant c'est un peu, on ne sait pas encore vraiment. Et derrière, est-ce qu'ils auront les moyens de le faire, puisqu'en fait ils seront limités en fait à la collecte sur la partie CPF, puisque demain, pour rappel, les OPCO derrière n'ont plus d'autres parties, ils n'ont plus la période de professionnalisation, et donc demain, ils n'auront pas les mêmes financements qu'ils ont aujourd'hui, enfin jusqu'au 31 décembre, pour financer du CPF.
Donc, on peut imaginer que les enveloppes CPF qui étaient là ne subsisteront peut-être pas en début d'année ou alors vraiment les quelques premiers mois de l'année pour pouvoir créer la jonction. Donc, si vous avez des CPF à faire pour vos entreprises, je vous conseille très fortement, un, d'essayer de les faire avant le 31 décembre, ça sera plus assuré si vos OPCA l'acceptent encore. Deux, derrière, sinon, essayez de les faire passer peut-être au premier trimestre prochain parce qu'il y aura peut-être plus de chances d'avoir un financement correct que ce qu'on va avoir ensuite, puisqu'après, déjà 15 euros, le salarié y perd, hein, parce que si vous regardez 500 euros divisé par 24, on est plus proche des 20 euros, et derrière, ensuite, on n'aura pas les mêmes choses. Non, la CDC, elle n'abondera rien du tout. Hein. La CDC, en fait, elle décidera même rien du tout. Il n'y aura pas d'intermédiation. Hein. Donc, si la formation est inscrite à l'inventaire ou est inscrite, en fait, au RNCP, le salarié a le droit de la faire. S'il a les moyens de se la financer en totalité, il n'y a aucun problème, il choisit, il y va. Si par contre, il n'a pas les moyens, il faut qu'il trouve un autre financement. Et l'autre financement, bah, c'est ou son entreprise qui est d'accord de le lui donner, donc ça, il faut qu'il aille négocier avec elle, soit derrière, c'est lui qui finance le delta, qui peut calmer les envies de certains qui auraient envie. Donc la CDC, elle décidera rien en fait. Elle donne l'outil et derrière, elle n'est pas du tout négociateur de la chose ni décideur. C'est pas du tout comme un OPCA. Faut pas imaginer la CDC avec les mêmes relations que vous pourriez avoir avec un OPCA aujourd'hui, puisque ça sera pas du tout les mêmes choses. Donc les abondements, les seuls abondements qui restera, il n'y en a pas tant que ça, c'est l'entreprise qui abondera sur son plan de développement des compétences et l'autre abondement qui restera, c'est l'abondement du collaborateur sur ses deniers personnels. Donc c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose en termes d'abondement. Les seuls qui pourront encore éventuellement abonder, c'est les entreprises de moins de 50 qui auront encore auprès de leur OPCO une petite marge de manœuvre parce qu'elles auront encore un petit plan de développement des compétences, mais c'est les seuls. D'autres questions sur notre CPF ou tout le monde ou on passe au CPF de transition, qui est la deuxième étape? Oui, exactement, Sylvie. Oui, bien sûr. Il y a un abondement éventuellement de la GFIP pour éventuellement des salariés travailleurs handicapés. Je n'ai pas parlé des autres abondements un peu spécifiques parce que oui, pour un demandeur d'emploi, il pourrait y avoir le pôle emploi, il pourrait y avoir la région. Enfin voilà. Mais là, je parlais vraiment du salarié lambda, on va dire, et pas celui qui est travailleur handicapé. Sur le CPF de transition, donc en fait c'est là-dessus qu'on attend d'aide de décret qui ont été assez frustrants en termes de décret, parce qu'en fait ils reprennent quasiment ni plus ni moins, ils font quasiment un copier-coller en fait du CIF. On se demande même pourquoi il a quasiment changé de nom, puisqu'au final, pour rappel, le CIF disparaît. Hein, vous ne pouvez plus aujourd'hui, par exemple en Ile-de-France, déposer un CIF. Depuis le 15 novembre dernier et les commissions sont aujourd'hui terminées. Donc en fait, il n'est plus possible d'avoir un CIF en Ile-de-France et les prochaines ne commenceront pas sûrement avant mars prochain puisqu'on attend justement les décrets pour qu'elles puissent se mettre en place. Mais demain, on parlera de CPF de transition. Donc il faut réécrire tout le droit, donc ce que vont faire nos deux décrets. Et on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des grands changements puisqu'on nous avait annoncé que le CIF allait se transformer en CPF de transition. Au final, le grand changement majeur, c'est qu'on va imposer aux salariés de prendre leur cagnotte CPF pour financer leur CIF. C'est là la grande différence par rapport à avant. Avant, quand vous preniez un CIF, vous aviez éventuellement la possibilité de le donner. Bon, bien sûr, les commissions CIF essayaient d'inciter à la chose, mais derrière, en fait, c'était pas obligatoire. Demain, dès que vous posez votre CPF de transition, déjà, on va utiliser la totalité de votre cagnotte. Donc, si vous aviez 5 000 euros, on prendra vos 5 000 euros et après, on ira voir si on vous donne un complément de financement. C'est la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Donc, c'est plus le fonds GESIF, hein, puisque le fonds GESIF est amené à disparaître, comme les autres OPACIF. Il n'y aura plus qu'une seule commission paritaire interprofessionnelle régionale en région qui s'occupera en fait d'aller définir si on est d'accord ou pas de vous donner un financement complémentaire pour votre projet en termes de frais pédagogiques, également en termes de frais annexes, et si on est d'accord éventuellement de prendre en charge votre rémunération en totalité ou en partie. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir un conseiller en évolution professionnelle dans le cadre de ce type de démarche. Il y aura une autorisation de congé à l'employeur, comme il y avait pour le CIF, et tout est quasiment identique. C'est-à-dire qu'il faudra aller demander au plus tard 120 jours avant le début de la formation si c'est une formation de plus de 6 mois, au plus tard 60 jours si l'action est inférieure à 6 mois ou c'est une formation à temps partiel.
On devra, dans la demande, avoir toutes les mentions obligatoires que vous voyez sur le support, mais qui sont les mêmes que celles qu'on avait déjà. L'employeur devra répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande et devra motiver son refus, sachant qu'il aura à peu près les mêmes possibilités de refus qu'avant, c'est-à-dire pas grand-chose. Le fait de dire qu'en gros, on n'a pas demandé dans les temps, ou le fait de dire qu'il refuse parce que la personne a déjà fait un CPF de transition et qu'elle n'a pas respecté les délais, c'est vraiment les seules raisons de refus. Autrement, derrière, éventuellement, il pourra faire un report, mais dans ces cas-là, il devra démontrer des conséquences préjudiciables à la production et à la marge de l'entreprise, en n'oubliant pas non plus de demander l'avis du CSE. Et l'autre raison pour laquelle il pourrait demander un report, c'est s'il a 2% de son effectif absent. Ça, c'était déjà le cas pour le CIF. Ça a été un copier-coller. Donc, on nous reprend exactement la même chose. Le seul endroit où il y a peut-être un petit point, c'est qu'on nous dit que si l'employeur n'a pas répondu dans les 30 jours, il y a l'autorisation de congé acquise de plein droit. C'était déjà à peu près le cas, mais ce n'était pas écrit de façon aussi claire. Donc, éventuellement, on peut dire que c'est un peu plus clair par rapport à avant. Donc, voilà, et que derrière, l'employeur peut définir un ordre des priorités. Mais ça, c'était déjà le cas aussi. Vous voyez que tout ça n'a pas changé. On est en train de nous le réécrire. C'est mis dans le décret, mais c'est quasiment écrit comme était le CIF. Il en est pareil, en fait, sur l'ancienneté minimum. Il faudra 24 mois consécutifs et dont 12 mois dans l'entreprise au départ de la formation et pour un CDD, 24 mois dans les 5 dernières années et 4 mois dans les 12 derniers mois. C'était déjà le cas précédemment. On ne nous invente pas grand-chose. La seule différence, mais elle avait été notée par la loi, c'est que les travailleurs handicapés n'auront pas d'ancienneté minimale et les salariés qui ont changé d'emploi pour cause de licenciement économique ou pour inaptitude n'auront pas non plus d'ancienneté minimale. Ça, c'est un petit plus, on va dire, mais derrière, c'était déjà dans la loi, le décret nous amène rien. Et le délai franchise, derrière, on nous annonce 10 fois la durée en mois, entre 6 mois et 6 ans, c'était déjà ce qu'il y avait aussi. Donc, pas de changement non plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai mis sur le support. Après, on nous annonce les modalités de mise en œuvre du CPF. Si vous avez des questions, je peux bien sûr y répondre. Mais que ce soit dans la demande de prise en charge, l'examen du dossier, les refus des dossiers, les recours, derrière tout ça, on est presque dans les habitudes qu'on avait déjà, sauf qu'en fait, on change d'opérateur. C'est plus le FONGECIF, c'est là. Alors là-dessus, tout dépend comment on l'appelle, ou la CPIR. Je ne sais pas si ce sera pire ou meilleur, ou alors la CPIR, eux insistent pour qu'on les appelle les CPIR, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup être appelés les CPIR. On peut comprendre, c'est pas très valorisant comme image. Dans le petit changement éventuellement, c'est qu'on insiste très fortement sur le positionnement préalable. C'est un gros travail pour l'organisme, il sera obligé d'aller faire gratuitement et avant la demande de prise en charge, un document formalisé qui identifiera très précisément les acquis de la formation et le parcours personnalisé qu'elle a proposé aux collaborateurs. Il y avait déjà, mais en fait, c'était pas aussi précisé, donc on peut imaginer que ça fait un peu plus de travail pour un organisme de formation. Et le tout gratuitement, donc je suis pas sûre que ça va énormément leur plaire. Bon, après, on est dans les mêmes choses, hein. Le salarié peut avoir un recours, il peut aller réinterroger une instance. L'instance devrait être la CPIR, mais une autre instance, comme c'était déjà le cas dans les FONGECIF. Si derrière il a un rejet lors du recours, il pourra aller déposer un dossier en médiation auprès de France Compétences et la CPIR devra transmettre en fait le dossier à France Compétences pour qu'ils puissent arbitrer. Mais ça, c'était déjà le cas. On transmettait au fonds paritaire de sécurisation. On change juste de nouveau d'opérateur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce CPF de transition. J'ai essayé de vous mettre des choses les plus précises possibles. Et là, je vous ai remis, en fait, ce qu'on prendra en charge, mais je vous les ai dit, hein, les frais pédagogiques, les frais de validation de connaissances et de compétences, ça c'est en amont ou en aval, s'il y en avait. Les frais annexes, donc transport, repas, hébergement. Attention, le fait qu'on dise qu'on puisse les faire ne veut pas dire qu'on prend la totalité des frais. Hein. Je réinsiste, ça sera la CPIR qui décidera ce qu'elle veut prendre. Et pareil pour les rémunérations et charges. On a exactement le même tableau qu'on avait pour le CIF, c'est exactement la même chose. On garde exactement l'histoire des 2 fois le SMIC. Donc, ils n'ont pas du tout changé. Ils font un copier-coller, ce qui est très étonnant. On se demande pourquoi avoir fait tout ça pour ça, changer les opérateurs, changer le nom. Tout ça pour reprendre un copier-coller d'un dispositif qui existait déjà. Avez-vous des questions sur ce beau dispositif qui va apparaître, donc le CPF de transition, on devrait voir les premiers pouvoir avoir lieu, j'espère en avril, en tout cas en Île-de-France.
Je sais que le FONGECIF, qui pour l'instant doit le gérer, hein, parce qu'en fait, pour pouvoir se mettre en place, les CEPIR, elles ont besoin à peu près d'une année au moins. Et donc, en fait, en 2019, c'est encore le FONGECIF et les autres OPACIF qui assureront le rôle de CEPIR, mais ça devrait se fusionner dans l'année. Des questions, des remarques sur ce sujet? J'ai pas l'impression. Je continue donc sur bon, la commission paritaire, je vous l'ai dit, hein. Ça sera, en gros, c'est toujours des paritaires, donc ça sera toujours des instances patronales et salariés, hein, qui géreront en fait ces commissions, et ils auront pour rôle de valider les dossiers, hein, du CPF et de valider aussi qu'on met bien en place le conseil en évolution professionnelle. C'est un point important. C'est pas les mêmes qui seront, c'est le cas aujourd'hui, hein, le FONGECIF est à la fois CEP, conseiller en évolution professionnelle, et à la fois commission paritaire. Demain, il ne pourra pas l'être, donc ils doivent nécessairement exploser en deux, hein. Il faut que d'un côté, il y ait les CEP qui aillent d'un côté et de l'autre côté, il y ait les commissions paritaires. Et il n'est pas dit qu'ils pourront être CEP parce qu'ils devront passer par un appel d'offres qui va être fait dans les différentes régions. Et donc, il faudra qu'ils soient choisis pour être le nouveau conseiller en évolution professionnelle des salariés. Ça devrait se faire l'année prochaine. Donc, en 2019, il le reste encore. Mais derrière, dès que l'appel d'offres aura été fait, ils seront remplacés par les nouveaux CEP qui auront été désignés par cet appel d'offres. Aucune question sur le sujet? Je sais bien que ça va pas être votre point majoritaire, notamment de vos plans de développement des compétences. Alors justement, allons parler plan de développement des compétences, qui est peut-être un sujet plus intéressant qui va nous intéresser sur 2019. Déjà, on l'appelle plus plan de formation, ça a changé de nom, ça s'appelle un plan de développement des compétences, ça aussi c'est du marketing. Et la définition de l'action elle-même a varié. Donc, en fait, on ne parlera plus d'une action de formation telle qu'on avait l'habitude avec, vous savez, les objectifs pédagogiques, le programme, les moyens d'encadrement et les moyens pédagogiques. Derrière, l'obligation de vérifier la présence des gens. Et ensuite, derrière, le fait de faire une évaluation. C'était l'article, en fait, qu'on avait présentant ce qu'était une action de formation. Celle-ci a disparu du Code du travail et est remplacée au 1er janvier par un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, hein. Ça nous donne une action de formation beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer, avec justement une réalisation sur le site, donc en présentiel, ou une réalisation en mode digital. Donc, on pourra imaginer les deux. Et on nous donne même la possibilité de faire ce qu'on appelle la formation en situation de travail. Alors ça, on va aller voir ce que c'est, parce que c'est un beau projet. C'est le fait de former quelqu'un sur son poste de travail directement. Et on a un décret qui est sorti. On pense qu'il y aura peut-être encore quelques modifications, mais c'est assez intéressant d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, on ira le voir tout à l'heure. On a gardé par contre l'obligation, bien sûr, de former et d'adapter ses collaborateurs à leur poste de travail. Et derrière, on a la possibilité de faire 30 heures hors temps de travail et par salarié, donc non rémunéré, avec l'obligation d'un accord formalisé du salarié. Et ce qui va être rajouté par décret normalement, c'est que le salarié pourrait avoir une possibilité de retirer, en fait, de se rétracter, je vais chercher le mot, excusez-moi, de se rétracter au bout de 8 jours s'il n'est pas d'accord. Qui signera son accord, et si après il n'est pas d'accord, il a 8 jours pour vous renvoyer une lettre recommandée et vous pourrez ensuite prendre en compte qu'il est d'accord pour faire du hors-temps de travail. Ça ne va pas simplifier. On a un décret qui nous annonce des choses plus précises sur la définition de l'action de formation, mais finalement qui nous laisse le côté assez libre de l'action de formation avec la notion du parcours pédagogique, puisqu'en fait, qui nous dit qu'on peut utiliser plein de modalités dans une même action pour acquérir des compétences. Donc, en fait, ça pourrait être plusieurs choses différentes. Il pourrait y avoir du jeu, il pourrait y avoir derrière de la formation présentielle, du digital, il peut y avoir du MOOC, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. On peut imaginer derrière que des financeurs différents prendraient en fait les parcours d'une façon différente en fonction des modalités pratiques. Donc ça, c'est aux financeurs de décider un peu comment ils vont le financer. Et derrière, en fait, on nous dit que pour valider la réalité de l'action, en fait, il faudra un élément probant. Donc ça nous ouvre des champs par rapport à la fameuse feuille de présence. Reste à savoir derrière, et là, ça va ouvrir peut-être pas mal de champs aux jurisprudences. Derrière, qu'est-ce qu'on appelle un élément probant? Est-ce que, par exemple, une vidéo de quelqu'un qui est présent, ça pourra servir de preuve?
Est-ce que derrière les exercices réalisés, des corrections peuvent servir? Il semblerait que oui, hein, puisqu'en digital, on nous a dit que oui. Donc, vous voyez que ça nous ouvre le champ. On va peut-être, pour certaines actions, sortir de l'ancienne feuille de présence dont on avait tellement l'habitude. On nous redit que pour les actions formation ouverte et à distance, derrière, il faut des preuves un peu spécifiques. On simplifie la chose. On nous dit qu'il nous faut absolument un tutorat technique et pédagogique. Donc ça, c'était déjà le cas. Hein. Ça avait déjà été précisé lors de la dernière réforme. Vous devez, dans tout e-learning, par exemple, avoir quelqu'un qui est un tuteur technique qui vient vous aider à éventuellement quand vous êtes bloqué techniquement avec l'engin, mais également un tuteur pédagogique qui vient vous aider si vous êtes bloqué dans vos apprentissages. Et vous devez savoir qui c'est et l'apprenant doit savoir comment contacter ces personnes. Donc, il doit savoir aussi comment il peut les appeler, comment il peut les contacter, par quels moyens et quel est le délai de réponse de ce service technique. À côté de ça, en fait, l'apprenant doit avoir en fait une information précise sur les activités pédagogiques qu'il va faire à distance et avoir une idée de la durée moyenne qu'on va utiliser en termes de pédagogie. Et pour prouver la réalisation de l'action, il faudra des évaluations qui se passent au fur et à mesure ou qui terminent l'action de formation. Voilà les preuves qu'il faut pour la FOAD. On nous a redit qu'on sera toujours obligé de faire des conventions de formation. Donc, si vous espériez perdre les conventions de formation, ça ne sera pas le cas. Vous aurez toujours la joie d'aller en signer. Elle se simplifie parce qu'on n'aura plus la petite phrase qu'on avait l'habitude qui s'appelait nature ou typologie, qui était perfectionnement des connaissances ou adaptation et développement des compétences. C'est celle qu'on voyait le plus souvent. Celle-là a disparu du code du travail. Donc, dorénavant, vous voyez qu'il faut l'intituler, l'objectif, le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée, la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi et de sanction de l'action. Sanction, attention, hein, c'est le fait d'avoir une feuille de présence, une attestation. En fait, c'est le point probant dont on a parlé précédemment. Et bien sûr, il faudra le prix et les modalités de règlement. Ce qui est normal, c'est normal. C'est un contrat entre deux organismes. Il est aussi dit que les bons de commande ou les devis peuvent remplacer les conventions, mais qu'il faut avoir les mêmes éléments qu'on vient de voir tout de suite. Ça ne changera pas la donne, hein, ça ne change pas énormément les éléments. La formation hors temps, je vous en ai parlé, mais je vous l'ai remis quand même parce que je l'ai remis à le délai de 8 jours qui va être ajouté. Vous aurez aussi le code. Je n'insiste pas sur le sujet. Un petit point sur la formation en situation de travail, juste vous rappeler ce que c'est, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'imaginer en formation, puisque au contraire, pendant des années, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire de la formation en situation de travail, puisque la formation en situation de travail, c'était du travail déguisé. Donc là, en fait, le but d'une formation en situation de travail, c'est de former l'individu sur son poste de travail avec un formateur interne qui vient le former et qui vient lui montrer en fait les bons gestes, les bonnes pratiques, les bonnes compétences et qui vient transférer en fait dans le cadre du poste de travail. Donc en fait, il y a toujours aussi une nécessité qu'on ait des phases où la personne apprend et puis des phases où on la laisse en immersion dans son poste de travail pour qu'elle applique et derrière, après, le formateur revient et regarde s'il y a eu une progression et évalue, en fait, observe et évalue pour voir s'il y a eu des améliorations. Donc, en fait, en gros, l'expérience se fait sur le poste de travail et derrière, ensuite, ça se transforme en compétence. Donc, normalement, les étapes d'une bonne fesse, c'est justement d'aller voir qu'est-ce que là, pour aller travailler là-dessus, moi je vous conseille fortement déjà d'aller voir là où vous pourriez le faire dans vos entreprises, voir quels seraient les types d'apprentissage qui pourraient servir et puis voir comment on pourrait bien le mettre en œuvre dans l'entreprise. Je vous ai mis un schéma qui est le schéma de la FES que vous nous avez proposé, mais je vais surtout vous parler du projet de décret. Le projet de décret nous dit que pour que ça soit une feste, il faudra absolument qu'il y ait un moment d'analyse. Donc en fait, ce ne sera pas juste le formateur qui s'assied à côté et qui regarde d'autres faire. Il y aura un moment, déjà il faudra que ce formateur, il occupe une fonction tutorale. Pour l'instant, il n'est pas dit qu'il devrait avoir une formation, mais on imagine bien qu'il risque de devoir l'avoir et qu'il doit y avoir cette notion de phase réflexive. Donc, c'est-à-dire vraiment, ça ne se fait pas qu'en une seule fois, je viens plusieurs fois et à chaque fois, je donne des consignes à l'apprenti, à la personne qui apprend, hein, pas dans l'apprenti au sens alternance, à la personne qui apprend et derrière, je lui montre comment faire et après, je laisse faire et je reviens quelque temps après pour observer si elle a bien réussi et j'évalue au fur et à mesure ses acquis de la formation et normalement, bien sûr, je le note et c'est là-dessus qu'il y a un travail important et qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Il y aura vraiment un travail administratif d'aller récupérer les preuves qu'on a bien fait cette action, qu'il y a eu ces phases
réflexive et qu'à côté, il y a eu les évaluations par le formateur qui avait le rôle de tuteur. Alors, quel type de formation ça pourrait concerner? Alors, on pourrait avoir plein de choses. On peut imaginer que c'est des formations d'intégration pour des gens qui arrivent sur un poste de travail, à qui on apprend. On peut imaginer, par exemple, sur des outils informatiques, que c'est des prises en main d'outils informatiques. On peut imaginer que c'est derrière pour des formations manuelles, des gestes qu'on va apprendre où une personne vient montrer les meilleures pratiques pour le réaliser et pour être plus efficace. On pourrait imaginer derrière que c'est une compétence de polyvalence qu'on va donner à quelqu'un et justement pour un moment donné parce qu'il en a besoin pour remplacer quelqu'un le temps donné. Voilà, il peut y avoir plein de types de formations qu'on peut apprendre sur le poste de travail rapidement, mais en s'assurant que la personne sait bien faire, soit pour lui donner la compétence, soit pour le faire progresser en termes de compétences, soit pour remédier au fait qu'elle n'a pas une partie des compétences. Donc là, ça peut être très vaste. Il peut y avoir plein d'idées dans vos entreprises. On se rend compte que dans nos entreprises clientes, à nous, chez Alicia, on a plein d'entreprises, plein de gens qui commencent à se dire qu'il y aurait plein d'utilités pour le faire. Après, la complexité de ça, c'est d'arriver à le mettre en forme, de faire en sorte que le formateur-tuteur, derrière, il fasse bien un programme au départ, que derrière, il y ait une réflexion pédagogique sur comment ça va être fait, quelles sont les fins pédagogiques, et qu'il organise bien les phases réflexives et qu'il remplisse bien les documents qui vont bien pour que nous, on puisse l'utiliser ensuite dans nos plans. Je précise que cette formation en situation de travail pourra servir de formation considérée pour la formation des 6 ans qui servirait de preuve pour l'entretien professionnel. C'est là-dessus que ça pourrait avoir un vrai rôle. Peut-on demander à un collègue de coacher un nouvel embauché et constituer ainsi une FES? Oui, bien sûr, mais il faudra faire un programme. C'est-à-dire qu'il faudra bien avoir un programme détaillé de quelles sont les différentes étapes pour aller coacher ce nouvel embauché et ensuite qu'est-ce qu'il faut lui apprendre. Et il faudra avoir un suivi, c'est-à-dire qu'il faudra tel jour on fait telle chose, derrière je reviens la fois d'après, j'évalue s'il sait le faire, etc. Mais oui, ça peut être justement un bel outil. Et ça sera considéré, je réinsiste, comme la formation que la personne peut avoir fait dans les 6 ans. Donc, pour tous les oubliés de la formation, ça peut être le bon moyen derrière d'utiliser cet outil. Et on doit les utiliser à des fins pédagogiques et qu'elles doivent permettre d'analyser et d'observer, utiliser à des fins pédagogiques et qu'elles doivent permettre d'analyser et d'observer les écarts entre les attendus et les réalisés. Donc, en fait, il va falloir vraiment avoir des écrits dessus pour les prouver. Sinon, on ne pourra pas considérer ça comme une FES. Mais à mon avis, c'est un beau dispositif. Je pense que ça peut amener plein de choses. Il faut juste y réfléchir. Et il va falloir former les managers, si c'est eux les tuteurs, ou éventuellement un réseau de tuteurs pour apprendre à faire cela. J'étais mardi dans une entreprise de transport qui derrière, elle l'utilise mais sans le savoir. En fait, elle faisait comme Monsieur Jourdain. En fait, quand ils ont des chauffeurs, ce qu'ils font, c'est que quand il y a eu des problèmes avec par exemple, qu'il y a eu un problème de conflit ou qu'il y a eu un souci, un accident ou des choses comme ça, en fait, ils ont un tuteur qui vient pendant quelques heures, plusieurs fois d'affilée, je crois que c'est 5 fois, et qui derrière revalide avec lui des points clés et s'assure qu'il sait faire. Finalement, ça, on est vraiment dans un principe de FES, il suffirait de le mettre en forme et ils pourraient l'utiliser dans leur plan de formation. Ce qu'ils ne font pas aujourd'hui du tout parce qu'ils ne le valorisaient pas. Alors oui, ça coûte. Alors à coût zéro, je suis pas sûre, parce qu'en termes d'administratif, ça va représenter du temps. Mais aujourd'hui, finalement, c'est des coûts qu'on a déjà, puisqu'en fait, souvent, c'est déjà des choses qui existent. Les managers le font déjà, dans beaucoup de cas, mais ne le formalisent pas. Donc, il va quand même falloir, en termes de RH, bien les aider à formaliser tout ça. Ça risque d'être un gros boulot de ce côté-là. Alors, il va bien falloir avoir un coût zéro parce qu'il va falloir compenser la période de professionnalisation puisque nous perdons en fait la période de professionnalisation. Donc, c'est vrai que derrière, l'entreprise, elle va continuer à verser sa contribution formation, mais derrière, contrairement à ce qu'elle avait l'habitude de faire, elle ne récupérera pas la somme qu'elle avait l'habitude d'avoir. Donc, l'intérêt demandé pour l'entreprise, il est là, c'est que l'entreprise, elle va se retrouver avec des sous, autant de sous à verser, mais moins de sous qu'elle risque de récupérer. Donc, il faut qu'elle trouve des moyens de compensation pour arriver à former ses collaborateurs et respecter ses obligations, mais d'un autre côté, à ne quand même pas faire monter l'inflation de son plan de formation parce que derrière, elle n'aura pas les moyens de le faire. Alors justement, qu'est-ce qui va changer au niveau de la période de pro? Déjà, elle disparaît, c'est fini au 31 décembre, donc il ne reste plus beaucoup de jours pour en faire et beaucoup d'OPCA n'en acceptent plus aujourd'hui.
Donc, on appellera ça dorénavant une action de reconversion de promotion par l'alternance qui s'appelle une Pro-A. Cette Pro-A, c'est pas du tout la même chose. Le but de cette Pro-A, c'est de changer de métier ou de profession et de donner une formation qualifiante à un individu. Donc, de lui donner soit une promotion sociale ou professionnelle, c'est-à-dire de la mettre tout de suite en alternance. C'est comme un dispositif d'alternance, mais c'est pour des salariés CDI de l'entreprise. Donc, vous avez un de vos salariés. Demain, vous voudriez le faire changer de poste, et bien derrière, vous allez lui faire faire une Pro A, attention, toujours en lui laissant le même salaire, donc vous ne le payerez pas le salaire d'un alternant, hein, mais son salaire qu'il avait. Vous allez devoir lui faire un avenant au contrat de travail, annonçant qu'il va aller sur l'autre poste, puisqu'il va le prendre tout de suite dès qu'il commencera la formation. Ce n'était pas le cas d'une période de professionnalisation, ça nous arrangeait bien, mais ça, on ne pourra plus le faire. Et derrière, en fait, il faudra qu'il ait un tuteur, puisqu'il sera impératif qu'il ait un tuteur pour faire une Pro A dans l'entreprise. Et en plus, il ne pourra pas faire tous les diplômes parce que le diplôme le plus élevé qu'on pourra faire avec une Pro A, ça sera une licence. Donc, l'individu derrière qui voudrait faire un Master 1 ou un Master 2 avec une Pro A, ce ne sera pas possible. Vous voyez que c'est plus du tout le même dispositif que ce qu'on avait l'habitude en période de professionnalisation. On change complètement en fait la donne de ce côté-là. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec un autre dispositif. Donc, il faut que l'entreprise apprenne à oublier en fait l'ingénierie financière de la formation qu'on nous a appris depuis 2004 et passe à un autre mode de formation où finalement, derrière, on ira plutôt sur d'autres dispositifs. Peut-être qu'on fera plus de pédagogie avec de la FEST et moins de financement comme on a l'habitude de le faire. Sylvie me dit changement d'emploi, ok, mais obligation d'une évolution salariale. Alors là, ça dépendra un peu du poste que vous lui avez donné. Forcément, si derrière votre individu il va sur un nouveau poste avec des qualifications plus élevées, derrière, forcément, vous serez obligé de l'adapter. Alors pas forcément au moment où vous le changez, il pourrait être marqué dans le contrat de travail il l'aura que quand il aura eu le diplôme pour lequel il doit le faire. Et s'il a été assidu, on peut imaginer le mettre dedans. Des questions sur cette Pro-A ou cette action de reconversion, ça va nous changer la donne. Ça reste par contre géré par l'OPCO, hein, c'est toujours les OPCO qui géreront en fait ces contrats. Mais c'est considéré comme un vrai contrat d'alternance. D'ailleurs, il rejoint la tranche, il sera pris sur les fonds de l'alternance hein, avec le contrat pro, le contrat d'apprentissage, la Pro-A et la préparation opérationnelle à l'emploi. Alors justement, j'en arrive au financement. Alors, des bonnes et des mauvaises nouvelles peut-être. Déjà, en 2019, on va arriver à une collecte double. Pourquoi une double collecte? Parce que pour rappel, en fait, en 2021, ça va être l'URSSAF qui va collecter en fait les fonds de la formation professionnelle et qui collectera à la fois les fonds de la formation professionnelle et les fonds de l'alternance, de l'apprentissage, tout en même temps dans une contribution dite unique. Et cette contribution unique, elle sera prélevée par l'URSSAF. Et elle sera prélevée mensuellement, donc tous les mois. Au mois de février, on prélèvera janvier. Au mois de mars, on prélèvera février. Donc en fait, ça sera mensuel et non plus annuel comme nous avions l'habitude que la formation soit prélevée. Ce qui s'est toujours passé, c'est que l'apprentissage, on était sur la bonne année. En apprentissage, on prélevait 2018 pour 2018. Par contre, en formation, on prélevait 2017 pour 2018. On avait toujours une année de décalage. Or, comme là, on va prélever au mois le mois, il va falloir qu'on retrouve le même rythme pour l'apprentissage et pour la formation. Pour que ça puisse se faire, il faut qu'on fasse une double collecte, ou alors il aurait fallu faire une année blanche. L'État n'a pas voulu partir sur une année blanche. Et donc, en fait, on aura en 2019 une double collecte de la formation. Déjà, une collecte qui se fera avant le 1er mars, comme d'habitude, qui sera sur comme on avait l'habitude, hein, sur la masse salariale 2018. Celle-là, elle ne change pas et elle sera toujours faite par votre ancien OPCO. En fait, ça sera toujours les mêmes. On aura toujours nos 20 OPCA qui seront encore présents. Ils seront juste basculés en OPCO. Ils changent de nom hein, au 31 décembre. Et pendant 3 mois, ils ont un agrément temporaire d'OPCO, d'opérateur de compétences. Par contre, à partir du 15 septembre, on aura une deuxième collecte. Cette deuxième collecte, en fait, ça sera celle pour 2019. On en fera un acompte de 75% en 2019. On devrait partir sur la masse salariale 2018 et on fera un réajustement
en mars 2020 pour récupérer le delta, pour récupérer la totalité de 2019. Donc, on va avoir double collecte. Alors, attention, hein, la plupart des entreprises, ça leur pose pas un gros problème parce que de toute façon, ils provisionnent toujours dans leur compte la collecte formation. Donc, en fait, c'est juste un problème de trésorerie. Beaucoup d'entreprises vont devoir avoir à sortir des sous qu'ils n'avaient pas l'habitude de sortir 2 fois dans l'année. Alors après, en 2019, ça reste les OPCO qui collectent. Par contre, à partir de 2021, c'est l'URSSAF qui collectera, donc 1,68% sur le revenu d'activité. Et on nous annonce que ça devrait faire 9 milliards d'euros. Hein. Les sommes que je vous ai mises, c'est ce qui nous a été annoncé en 2021. De là, on prélèvera automatiquement 1,6 milliard en fait pour les demandeurs d'emploi. Donc, dans les sommes collectées, l'entreprise ne verra pas 1,6 milliard puisque ça partira directement pour financer la formation des demandeurs d'emploi. Et le delta, il serait réparti entre 5 grandes parties. Ces grandes parties, une grosse partie ira pour le CPF, à la Caisse des dépôts et consignations, entre 10 et 20%, nous annonce le décret, enfin le projet de décret, pardon. Ensuite, derrière, une grosse partie pour l'alternance, vous voyez, quand c'est entre 64 et 72%, donc pour financer le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, la proa et la préparation opérationnelle à l'emploi. Une petite partie pour les plans de développement des compétences des moins de 50 salariés. Donc, en fait, les grosses entreprises n'ont rien là-dessus. Hein. Plus de plans de développement des compétences pour les grosses entreprises, c'est que pour les moins de 50 salariés, entre 8 et 13%. Le financement du conseil en évolution professionnelle des salariés, entre 1 et 3%, qui partira à France Compétences. Et le CPF de transition, qui partira au CEPIR, entre 5 et 10%. C'est France Compétences qui décidera tous les ans de l'affectation, en fait, pour le pourcentage. Les pourcentages, vous voyez qu'il y a des marges et c'est France Compétences qui devrait décider comment on les répartit. Donc, vous voyez, si vous regardez, en fait, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt pour l'entreprise, c'est que là, l'entreprise, elle va en 2021 donner 1,68% de sa masse salariale pour financer la formation et l'apprentissage. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle peut récupérer? Éventuellement du CPF gagnant-gagnant si elle réfléchit avec ses salariés à des bons moyens de faire du CPF et de l'alternance, mais plus rien d'autre. Il n'y aura plus d'autres dispositifs pour pouvoir récupérer des fonds auprès de l'OPCO comme on avait l'habitude d'en faire. Donc, c'est vraiment bien la fin de l'ingénierie de la finance. Alors, en 2019, l'OPCA, votre OPCA habituel va collecter en février, hein, comme d'habitude. Par contre, vous risquez de changer d'OPCA entre-temps, puisque je pense que vous l'avez entendu. À partir du mois d'avril, en fait, les 20 OPCA existants se transformeront en 11 OPCA. Et c'est une fusion comme on n'avait jamais vu, puisqu'il faut qu'ils aillent dans des filières distinctes. Il faut qu'ils aient des vraies filières métiers. Et donc, en fait, ils sont en train de réfléchir et de travailler tous ensemble pour essayer de trouver des filières métiers. Donc, il risque d'y avoir pas mal de branches qui vont changer d'OPCO et qui ne seront pas forcément dans le même. Donc, on peut imaginer que la première et la deuxième collecte ne seront pas nécessairement faites par le même OPCO. Je sais que c'est un peu compliqué. Hein. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas parce que je sais que c'est un sujet un peu complexe. En plus, ça touche au porte-monnaie, c'est tout de suite plus compliqué. Bon, vous avez l'air de voir tout suivi, pas de questions particulières, ou alors c'est que vous êtes en train de saisir la question. Donc ça, je viens de vous l'expliquer, hein, nos OPCA passent opérateurs de compétences. Et je vous ai remis en fait la liste, normalement, voilà, le rapport Bagorski-Marx, voilà, il préconisait ces grands secteurs-là. Donc il leur a laissé jusqu'au 31 décembre pour décider, pour que chaque branche se destine dans quelle filière elle voudrait aller. Ils vont faire des propositions au ministère. Si le ministère est d'accord, ils agrégeront les branches et les OPCO donnés. Et une fois qu'ils seront d'accord, et ben derrière, ils passeront dans ces OPCO-là. Si l'État n'est pas d'accord, en février, il demandera aux OPCO de revoir leur copie, enfin, et notamment aux branches de revoir leur copie. Et s'il n'est toujours pas d'accord, c'est lui qui décidera à la fin et qui imposera à une branche d'aller dans l'OPCO choisi. Donc, vous serez nécessairement dans un des 11 OPCO restants. Reste à savoir comment ils vont évoluer et comment ils sont en train de faire. Ce qu'on vient d'avancer, c'est l'AFDA sur la communication. Celui-là est ils ont déjà quasiment signé, leur accord est signé et on peut éventuellement rajouter des branches. Donc, eux ont bien avancé. Et l'autre qui est assez en avance, c'est celui sur le travail temporaire, la propreté et la sécurité. Ils sont assez d'accord entre eux, ça devrait assez se faire rapidement. Les autres, c'est encore plus
plus en discussion. Il me reste les grands points. On est à peu près fini sur la formation, donc vous ayez des questions précises sur ce sujet-là et qu'on parle juste un peu d'alternance. Je vous laisse 2-3 minutes si vous avez des questions sur la formation et sur ce que j'ai dit jusqu'à présent. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous n'hésitez pas. Vous me levez la petite main et je vous donne la parole. Il n'y a pas de souci. Sinon, je vais enchaîner sur l'alternance. Alors, sur l'alternance, en fait, pas des changements qui vont changer pas mal de choses. C'est que, dorénavant, le grand opérateur de l'alternance, c'est l'OPCO. Donc, en fait, la CCI va encore l'être pendant une année. C'est-à-dire qu'elle pourra encore collecter la taxe d'apprentissage en février, mais c'est la dernière fois. Après, ça sera les OPCO qui collecteront la taxe d'apprentissage. Enfin, qui collecteront, même si en 2020, l'OPCO continue, c'est l'OPCO qui collectera. Et les CCI vont perdre le droit d'enregistrement des contrats d'apprentissage. Dorénavant, ça sera toujours les OPCO qui s'occuperont et des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Je reviendrai alors à votre question, Sylvie, tout à l'heure sur le plan de développement des compétences, puisqu'elle est plus globale. Sur les autres grands changements de l'alternance, on a ouvert le contrat d'apprentissage à 29 ans. C'était déjà à 29 ans révolu. C'est déjà en fait une modification qui avait été testée dans plusieurs régions et elle est validée. Donc en fait, on pourra faire un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans. On va simplifier la rupture des contrats d'apprentissage, notamment pour permettre à une entreprise de licencier un individu pour faute grave. C'était très compliqué aujourd'hui, il fallait passer par les prud'hommes, donc ce ne sera plus le cas. Et aussi, si le jeune a été viré de son école, on pourra éventuellement le licencier. C'était très compliqué aujourd'hui, il fallait quasiment le garder et transformer son contrat en CDI, ce qui avait représenté de gros problèmes pour des entreprises. Ça va être supprimé. On allonge le contrat de professionnalisation à 36 mois. On donne la possibilité à un jeune qui n'aurait pas trouvé en fait son contrat derrière de faire 3 mois en fait avec le statut stagiaire de la formation professionnelle et une prise en charge des frais OPCO. Donc ça c'est bien pour les jeunes, ça leur laisse un petit temps en plus. On va donner la possibilité à plus d'entreprises de devenir centre de formation d'apprentis. Aujourd'hui, c'était bloqué. On bloquait dans les régions les ouvertures de centres de formation d'apprentis. Et là, l'État voudrait que justement, il y en ait de plus en plus. Le but du jeu étant que le contrat d'apprentissage prenne la main sur le contrat de pro et qu'à terme, il n'y ait plus de contrat pro, mais surtout des contrats d'apprentissage. Et après, on pourra faire qu'un seul contrat, en supprimer. On veut même ouvrir la possibilité aux entreprises d'être leur propre CFA. Et donc, en gros, que les gros groupes puissent former eux-mêmes leurs propres jeunes. Et dernier grand changement, oui Sylvie, il y aura toujours 2 CERFA différents puisque les 2 subsistent. On garde le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, mais ils commencent à se ressembler de plus en plus, même s'ils n'auront toujours pas les mêmes périodes d'essai, etc. Donc, ils gardent malheureusement leur spécificité l'un et l'autre. Mais les âges, vous voyez, ils commencent à se ressembler en termes d'âge, en termes d'organisation aussi, puisque tout passera par l'OPCO. Donc finalement, on est en train de les faire se rassembler de plus en plus. De la même façon, on va définir des coûts par contrat. Donc, ça sera plus en fonction du nombre d'heures du contrat de pro ou du contrat d'apprentissage, mais il y aura dans toutes les branches un coût par contrat. Donc, il y aura un coût pour le CAP, un coût pour le bac pro, un coût pour le BTS, un coût pour le master. Et quand vous voudrez lancer un master, vous saurez quel sera le prix. Et si vous voulez dépenser plus, parce que par exemple, l'organisme de formation vend la formation à 12 000 € et que le coût master c'est 10 000, le delta, c'est vous qui le payerez. Mais vous saurez dès le départ quel sera le coût de votre branche, ce qui vous permettra en tant qu'employeur de savoir dès le départ vers quoi vous voulez tendre. J'ai oublié des choses. Donc, dans les projets à venir, en fait, on n'a pas grand-chose dans l'apprentissage pour l'instant. On nous dit que les compétences exigées du maître d'apprentissage, ça sera d'être titulaire d'un diplôme au moins égal à celui de l'apprenti, qui paraît quand même juste logique, et de justifier au minimum de 2 années d'exercice. Il semblerait, d'après le décret, que pour l'instant, ce soit l'un et l'autre. Donc, pas ou, c'est l'un et l'autre. Donc, c'est vrai que ça pourrait compliquer la vie dans certaines entreprises pour choisir le maître d'apprentissage. Et on nous revisite la grille de rémunération, mais ça, c'était promis. C'était quelque chose qui était voulu. De 16 à 20 ans, les jeunes auront 30 € de plus par mois. Et les 26 à 29 ans, on doit leur créer une tranche puisqu'on vient de les créer en apprentissage. Et donc, on va les rémunérer au SMIC. Donc, ça, c'est le même coût qu'un salarié lambda. C'est là-dessus que, par contre, ça risque de bloquer un peu la chose parce que finalement,
des entreprises de se demander quel est l'intérêt d'avoir un apprenti dans ces cas-là. Voilà sur l'apprentissage, ce que je pouvais donner comme information. Pour l'instant, vous voyez que là-dessus, on n'a pas tellement bougé, on n'a pas tellement avancé. Alors sur votre question, Sylvie, sur le plan de développement des compétences, je ne sais pas trop quoi vous dire. Il n'y a pas tellement grand-chose de neuf, hein. On peut faire plus d'actions puisque par exemple dans la nouvelle action de formation, on peut imaginer du coaching, on peut imaginer plein de nouvelles choses, hein. En fait, toutes les choses qui étaient un peu bloquantes auprès d'un OPCO, aujourd'hui on est libre. En fait, l'idée du plan de développement des compétences, c'est que vous le financez. Si vous avez plus de 50 salariés, parce que si vous avez moins de 50, vous avez encore une petite tranche payée par les OPCA. Mais si vous avez plus de 50 salariés, le but, c'est que votre plan, vous êtes libre. Donc, en tant qu'entreprise, vous dépensez ce que vous souhaitez pour votre plan de formation. C'est vous qui définissez votre budget. Mais par contre, vous êtes obligé d'adapter vos collaborateurs et de les maintenir dans l'emploi. C'est votre obligation d'employeur. Et vous êtes obligé de leur faire une action de formation dans les 6 ans, si vous avez plus de 50 salariés, pour respecter, en fait, les règles de l'entretien professionnel. Donc, en fait, après, à vous de décider ce que vous mettez dedans, que vous dépensez, comment vous le sortez, etc. Mais dans la mesure où vous respectez vos obligations d'employeur. Ah, pour la présentation aux instances, il n'y a eu aucun changement. D'ailleurs, il en manque même qui devrait arriver, mais on ne sait pas comment parce qu'ils n'ont pas prévu de décret. Il y a même prévu, ils ont même laissé dedans la période de professionnalisation et il n'est pas prévu de décret de ce côté-là. Le seul changement qui a été rajouté dans la consultation, c'est de dire en fait que lors de la réunion, on est obligé de donner en information aux élus, en plus de ce qu'on donnait précédemment dans la banque de données économiques et sociales, donc dans la BDES, on doit également donner en fait les informations liées à l'entretien professionnel, donc combien d'entretiens j'ai fait dans l'année, combien de bilans j'ai donné au bout de 6 ans et combien de contributions supplétives de plus de 3 000 € j'ai dû payer. Mais rien de plus, il n'y a pas eu d'autres changements de ce côté-là. Bon, moi, j'en suis à peu près arrivée à tout ce que je vous avais prévu de vous dire aujourd'hui. Reste-t-il des questions ou des éléments sur lesquels vous vous posez des questions, auxquelles je peux éventuellement répondre? Je pense qu'on le prochain Flash Info qu'on fera, ça sera au mois de janvier, où on aura, je l'espère, nos différents décrets. On pourra les lire vraiment ensemble, où je pourrais vraiment vous dire ce qui est passé et pas passé. Parce que dans les décrets que je vous donne, alors je vous ai donné ceux où on était quasiment sûr, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en stand-by parce qu'ils ont été retoqués. Ceux-là, j'en ai pas parlé. Ça sert à rien de vous parler de choses qui sont quasiment assurées de changer. J'ai fait un choix parmi ceux qui existaient. Pas de questions, pas de remarques? Je vous ai tous endormis? Vous faites peur? J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. Et puis, j'espère vous retrouver la prochaine fois au mois de janvier. Très bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous.